fidèles à nos programmes, bonsoir et bienvenue dans ce 1945 dans l'actualité de ce mercredi. De nouvelles mesures appliquées à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants sans carte d'études sont désormais retenus à l'entrée principale. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar tient à faire appliquer le nouveau règlement. L'implication des jeunes dans les prochaines élections locales, nous en parlerons dans cette édition. Ils se sont massivement engagés dans la politique pour apporter du sang neuf à leurs communes respectives. La découverte de ce soir, Mbayar, un village situé à Dias, est considéré comme l'une des premières habitations du peuple Safi. Mbayar a également été un canton à l'époque coloniale. La découverte de ce mercredi est signée Muntaga Khan et ce sera en fin d'édition. La mesure est donc effective à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Désormais, les étudiants doivent se munir de leur carte d'études pour accéder au campus. Ce matin, beaucoup d'entre eux ont été bloqués à l'entrée suite aux instructions du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar. Sur place, Alassane Laïsek et Augustin Mandan ont été témoins d'une scène assez polémique. Je vous propose de suivre le reportage. Difficile pour les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar d'accéder dans le campus social ou pédagogique. Ils sont retenus à la porte, motif carte non enrôlée. D'un côté, d'un autre aussi, parce que c'est bien campus social, on a contrôler C'est bien de réorganiser l'université, mais c'est la façon de le faire qui pose problème. L'enrôlement, c'est le matin et les étudiants comme moi qui ne se sont jusqu'à présent pas fait enregistrer, c'est très compliqué pour nous d'entrer dans le campus. Du coup, parce que sa carte est enrôlée, alors que tu ne peux pas être présent le matin. Anormal d'avoir une carte et de ne pas pouvoir franchir le portail de l'université. Il y a des étudiants qui ont des cartes, mais ils ne peuvent pas entrer dans l'université alors qu'ils se sont inscrits. Le directeur du COUD doit revoir ce système. C'est pas normal. À quelques jours du délai fixé, beaucoup d'étudiants sont dans une situation irrégulière. Mais en général, ce n'est pas appliqué parce que nous Ils ont l'habitude de ne pas maintenir les dates données. Souvent, les délais sont dépassés parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas encore de carte. Mais ils seront obligés de pousser les délais comme d'habitude. La date limite est prévue pour le 1er novembre, un délai très juste selon ces étudiants qui invitent les autorités à repousser cette date. Et nous restons à l'UCAD. Le recteur a affecté 2 directeurs à l'Institut français pour les étudiants étrangers, je vous rappelle, établi au sein de l'UCAD. Mais ces nominations font grincer des dents puisque le Sud-Est dénonce un coup de force. Selon le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, les textes n'ont pas été respectés. Mamadou Tien. La nomination de 2 directeurs à l'Institut de français pour les étudiants étrangers constitue la pomme de discorde entre le recteur et le Sud-Est. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal mobilise ses troupes pour faire face à ce qu'il appelle une forfaiture. Aux yeux des syndicalistes, ces nominations foulent aux pieds les textes. Depuis le mois d'avril 2021, le recteur Amadou Ali Mbaye a pris sur lui la responsabilité exclusive de nommer un directeur de l'IFE, puis un directeur des études, sans en référer au conseil d'administration habilité en la matière. Le prétexte de l'intérim, évoqué en épouvantail pour faire passer ce coup de force administratif, n'est nullement prévu et organisé par aucun texte de l'IFE. Le Sud-Est estime qu'Amadou Ali Mbaye installe un climat de tourbillon dans un institut où la tranquillité régnait en maître. Le recteur s'entête dans son attitude. Les syndicalistes regrettent. Le Sud-Est et l'USB Sud-Est de l'IFE regrettent l'attitude du recteur qui s'obstine dans ses erreurs, dans ses errements et qui ignore toutes nos demandes et interpellations
exprimés par correspondance. Conscient de l'illégalité de ces actes, le recteur refuse d'accéder à notre demande d'entrer en possession des arrêtés de nomination que nous contestons, car il sait que les tribunaux ne lui donneraient pas raison. Pis encore, le recteur refuse de convoquer le conseil d'administration de l'IFE pour l'installation régulière d'une direction légale. Ce tiraillement entre le rectorat et le Sud-Est section IFE a fini d'installer une situation de blocage dans l'Institut. Les examens du deuxième semestre ont été organisés. Les enseignants membres de l'USB Sud-Est, ne pouvant se résoudre à l'illégalité que constituerait une remise de notes d'un examen à des instances illégales, attendent toujours d'avoir face à eux des autorités académiques légalement instituées et habilitées à cette fin. Résultat, la délibération des examens du deuxième semestre ne s'est pas encore tenue. Aujourd'hui, nul ne sait à quelle date se tiendront les tests d'entrée à l'IFE pour l'année 2021-2022. La violence des méthodes et des menaces seraient les armes de la nouvelle direction. Le recteur a reçu 6 correspondances mais sans succès. Selon les syndicalistes, le Sud-Est et l'UGB demandent un appel au conseil d'administration pour rectifier le tir sur ces nominations. Et au lendemain de la suspension de leur mot d'ordre de grève, les concessionnaires du nettoiement évaluent les difficultés du secteur. En sa qualité de secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, Madanissi réclame des états généraux dans les plus brefs délais. Il était l'invité de Malick Cissé dans Keno Askan Wi sur ITV. Je pense qu'ils sont dans leur droit le plus absolu de réclamer qu'on leur paye leurs arriérés, puisqu'ils ont des travailleurs comme nous, ils ont des obligations au niveau des banques et aussi des fournisseurs. Et 7 milliards, c'est pas 7 000 francs. Et c'est une dette qui n'a fait que s'accroître chaque année davantage. Et je pense que l'État a une part de responsabilité par rapport à cette situation malheureuse, puisque on ne peut pas imaginer à l'orée du 3e millénaire qu'il y ait des travailleurs frustrés ou bien des entreprises frustrées puisque du moins elles n'ont pas été payées. Je pense que heureusement que le coordinateur national Maskiam les a informés hier de l'appui de l'État pour dégager 2 milliards sur les 7 milliards afin au moins qu'il y ait un ouf de soulagement. Très bien. Mais je pense qu'il faut continuer la réflexion, continuer les négociations pour au moins éponger complètement la dette. Aujourd'hui, tous ces dysfonctionnements que vous voyez, c'est parce que pour nous, il y a une gestion quelque part informelle. Puisque l'État a la mission régalienne de non seulement mettre les travailleurs dans les conditions de performance, mais aussi de tout faire pour que le cadre de vie soit sain et attrayant et que les populations ne puissent pas vivre avec les déchets. Personne ne veut vivre avec les ordures. Et raison pour laquelle nous, en tant que travailleurs, qui ont eu presque 29 ans d'expérience et d'expertise, avec ces changements à n'en plus finir, nous avons dit qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, il faut les états généraux du nettoiement, où il y aura l'État central qui finance son argent, où il y aura les collectivités territoriales, et tout le monde sait que le nettoiement est une compétence transférée au niveau des collectivités territoriales. Malheureusement, ces collectivités sont dépourvues de moyens. Qu'il y ait les concessionnaires, qu'il y ait les travailleurs, l'UCG et les experts pour un schéma directeur qu'on nous dise par exemple à l'horizon 2035, c'est ça qu'on voudrait que nos villes soient propres. Chapitre ouvert maintenant sur les élections locales prévues en janvier 2022, 48 heures après la déclaration de candidature de Barthélémy Diaz comme candidat légitime de la coalition Tahaou Dakar. Soham El Wardini réagit. L'actuel maire de Dakar se dit étonné d'être déclaré forclose. Elle appelle donc les membres de Yewwi Askan Wi à la soutenir et soutenir sa candidature. Ses partisans ne sont pas en reste. Ils se disent également prêts à aller jusqu'au bout dans ce combat qui ne fait que commencer. Et je l'annonçais en titre, les jeunes se distinguent déjà sur la scène politique en vue de ces élections locales. Et même s'ils n'ont pas encore d'expérience, ils veulent quand même servir leur commune de la nouveauté dans les municipalités. Voilà en bref ce que veut la jeunesse engagée dans la course. Voici le reportage de Alunso sur des images de Séléman Diallo. Ces jeunes prônent la rupture et l'accès des jeunes aux collectivités locales. On n'a qu'à essayer les jeunes. Parce qu'il est temps, quoi. Si ça ne marche pas, on change, quoi. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais cette équipe-là ne gagne pas.
Si ça ne marche pas, on n'a qu'à changer. Essayer les jeunes, on peut les essayer. Les jeunes investissent l'arène politique, certains même souhaitent être portés à la tête de leur commune, une chose très normale. Les jeunes sentent un besoin de changement, un besoin de réforme et trouvent qu'il y a beaucoup d'injustices et qui ne sont pas très impliqués par les décisions dans les institutions. Quel profil pour les mairies? Ce jeune homme rencontré à la zone A considère l'âge peu important. L'essentiel est d'avoir une bonne politique de jeunesse. Le problème n'est pas d'avoir un maire jeune ou bien âgé. En tout cas, pour moi, l'essentiel serait d'avoir un maire qui serait capable d'exercer ses fonctions, voilà, comme il le faut. Dans notre commune, nous prenons pour les types de candidatures qui montrent qu'ils tiennent à la jeunesse, qui montrent qu'ils sont là pour la jeunesse, prêts à aider la jeunesse surtout. À quelques mois des aoûts électorales, les jeunes investissent le champ politique, une nouvelle configuration qui peut déboucher sur un nouveau type de dirigeant dans la sphère politique sénégalaise. Et la bataille s'annonce rude à Kolda. Jamais le fauteuil municipal n'a enregistré autant de prétendants. Et en attendant savoir un petit peu plus sur les choix de la coalition au pouvoir et de l'opposition, une partie des Koldois semble soutenir un candidat indépendant. Les détails avec Seydou Diatta. Bien sûr que oui, je suis candidat. À 35 ans seulement, Abdourahmane Doura Baldé est sans nul doute le plus jeune candidat au poste de maire de toute l'histoire politique de Kolda. On sera candidat à la mairie de Kolda. On ira dans les 15 communes, Inch'Allah, dans le département. Jusqu'à un passé récent, Doura Baldé, comme l'appellent les intimes, vivait dans tout autre univers, bien loin de la politique où seul le social rythmait son quotidien. Mais aujourd'hui, adoubé par les communautés, il est devenu un redoutable challenger pour les géants de la politique, comme en atteste cette forte adhésion à sa vision politique et cet engouement autour de sa candidature à la municipalité de Kolda. Ensemble, nous pourrons. À partir d'aujourd'hui, je me déclare haut et fort. Je suis avec le mouvement Kolda Debout, avec le président Abdourahmane Baldé. Nous, responsables du parti Les Démocrates Réformateurs, LDR, Yessal, section communale de Kolda, déclarent solennellement leur soutien au mouvement Kolda Debout, dirigé par Abdourahmane Baldé Doura, aux prochaines élections municipales du 23 janvier 2020. Pour que vous sachiez et que nous n'en ignorons, le mouvement Kolda Debout va se présenter dans toutes les communes du département de Kolda, ça c'est acquis. Et dans ce cadre-là, si le LDR Yessal ou le PLD ou un autre parti est beaucoup plus fort dans une certaine commune, nous sommes en coalition, nous sommes en alliance, on s'assoit, on discute, on décide d'accompagner tel que nous aurons décidé ensemble. Le Benjamin des candidats au fauteuil municipal est certes un novice en politique, mais l'absence de consensus au sein de Benno Bokk Yakaar pourrait augmenter ses chances de faire la surprise au soir du 23 janvier prochain. Tout autre chose maintenant, les effondrements de bâtiments au Sénégal. Le ministère du Commerce a réuni les acteurs hier autour du contrôle de la qualité et de la distribution du fer au Sénégal. Les producteurs locaux et exportateurs sont appelés à respecter les normes établies afin de protéger le consommateur. Babacar Seck. L'appel du chef de l'État sur le respect des normes et le renforcement de la qualité des constructions ainsi que des matériaux est le prétexte de la réunion du comité technique de suivi du secteur du fer à béton. Le contexte que nous vivons, où nous voyons de temps en temps des bâtiments s'effondrer pour de multiples raisons, nous exige, nous, comité de suivi du secteur de ce matériau de construction extrêmement important, de nous réunir régulièrement. Comme vous le savez, il y a des normes de qualité qui sont fixées pour le fer à béton. Le comité de suivi est en étroite collaboration avec la direction du commerce intérieur dans la surveillance du marché sur le respect de la norme sénégalaise du fer à béton. Si c'est du fer produit localement, les services de la direction du commerce intérieur ont la charge donc
d'aller faire des prélèvements pour les donner à des laboratoires qualifiés qui vont déterminer si le fer répond aux caractéristiques décrites dans la norme et donc sur cette base-là donner l'autorisation de mise sur le marché. Pour ce qui est du fer importé également, un échantillonnage est fait et si les résultats de l'analyse de laboratoire disent que le fer est conforme aux spécifications techniques de la norme, cet importateur-là également a son autorisation de mise sur le marché. Les consommateurs invitent l'État à fixer le prix du fer pour éviter toute spéculation. Beaucoup de Sénégalais aspirent à construire sa propre maison. D'où la nécessité à ce que le consommateur ne soit pas laissé à la merci du vendeur. Et pour cela, nous demandons à ce que le ministère du Commerce fixe par arrêté le prix du fer. Pour rappel, une importante quantité de fer à béton est produite au Sénégal qui exporte près de 400 000 tonnes par an. Et dans le reste de l'actualité, une note pour les consommateurs. La sardinelle, communément appelée yaboy, est de plus en plus rare sur le marché. Les pêcheurs de Soumbédioune le confirment d'ailleurs. Ils invoquent la surpêche et la présence des bateaux étrangers à l'origine de cette situation. Seynabou Babou, reportage. La raréfaction des poissons et surtout de la sardinelle, appelée yaboy, se fait bien sentir ici. Les bateaux étrangers sont indexés. Il n'y a pratiquement plus de yaboy en mer. On peut avoir des yaboy vers Joal et Kayar. Cette situation est due à cause des bateaux et aussi à cause des filets qui tendent à disparaître de jour en jour. Donc c'est très normal qu'on n'en trouve plus. Au-delà de la rareté, le prix du yaboy a largement grimpé sur le marché. Le prix du yaboy est trop cher. Ça varie entre 250 à 500 francs. En plus, c'est devenu rare. On en vend presque peu. Le peu qu'on en trouve, les pêcheurs les vendent à ceux qui font du poisson séché. Ce pêcheur impute la responsabilité au gouvernement. Bien sûr, il manqué. Il n'y a plus de yaboy sur le marché. On n'a plus de filets de pêche en plus. Il y a des bateaux étrangers qui nous fatiguent. L'État doit prendre des mesures en limitant les bateaux étrangers. Nous invitons les bateaux, sans de cela, les Sénégalais raffolent le yaboy grâce à son goût unique et son prix très accessible en temps normal. Les pêcheurs se plaignent de cette rareté et accusent le gouvernement d'être l'unique responsable. Situé dans la commune de Dias, le village de Mbayar est considéré par ses habitants comme l'une des premières localités du peuple Safi. Le village abrite les fameuses collines de Dias et renferme en même temps des trésors inépuisables de la culture Safi. La principale activité de ces populations reste l'agriculture. La découverte de ce soir est signée Moutagakan. Dès que l'on s'approche de Dias, on est vite attiré par ces imposants et mythiques massifs. En vérité, ceux-ci sont implantés à Mbayar, qui fut, avec Nianing, un canton au temps de la colonisation. Voici son histoire. Mbayar, pour bi deug deug moy mbar. Buñ koy tekki ci saaven moy nda li naane. Nda moy mbar. Fi ma taw ni d'abord man na wax ne moy kër gi ñuy wax Gelor. Moy quartier bi ñuy wax Kamlay. Canari. En séeréer Safi, là où on se trouve actuellement, c'est chez Gelor. C'est ici le premier quartier du village. Moi, j'habite l'Hérault. Le premier chef du village s'appelle Amokodousis. Mon père en est le quatrième. Mon ancêtre Ganachanoum a été le second chef du village. Amokodousis, lui, ont beaucoup marqué l'histoire du village. J'en profite pour leur rendre un hommage mérité. Parce que maintenant, lépp moom la Gana Thiand moomu ak Farmakodou Ciss dañu def lu rëy ci biir Mbayar dëkk bi yàgg na boo seetloo Saafeen fii dëkk yu bari Mbayar moo leen jiitu
Mbayar fait partie des premiers villages de la zone Safi. Comme vous le savez, Mbayar est un canton avec celui de Niani. Je ne vais pas lui épancher. Je laisse ce soin aux historiens. Ce village est un havre de paix et de baraka. La principale source de revenus des habitants de Mbayar reste l'agriculture, qui est très impactée par les projets de l'État, tels que le pôle urbain d'Agar-Holpa, qui en occupe une grande étendue. Tout d'abord damay njëkkee si li nga xamante ne mooy suñu activité principale mu nekk li nga xamante ne mooy mbéy te ku wax mbéy wax suuf bon donc mbébétu l'agriculture est la principale activité du village. On ne peut pas parler d'agriculture sans évoquer la problématique du foncier. La plupart des habitants du village sont des personnes nécessiteuses. On ne cultive que lors de la saison des pluies. Alors, on aurait souhaité cultiver 12 mois sur 12. On est donc obligé de faire d'autres activités parallèles. boo amul moyen nag pour nga def loolu du mën a yomb da ngay mën a contenter si li nga xamante ne mooy la saison des pluies 3 mois yi moom ngay béy le reste da ngay toogaat wala soit ngay dem def activité parallèle yi nga xamante ne bon moom nga faral di def mais pour dire daal suñu activité principale mooy wax dëgg si yàlla ñun tiit nañ ndax projet yu état yi fi kii li ma si mën a wax en priorité mooy que pôle urbain Daga-Kholbe mi nga xamante ne tey jii nii daanu na si ñun te village de Mbayar mu nekk si impacté directement pôle urbain Daga-Kholbe. Nous les habitants de Mbayar, nous ne sommes pas prêts à accepter ce projet. bu mag a mag la te di ñaan état wax dëgg si yàlla waa dëkk bi parewuñu pour ñu nangu projet boobu bu ñu naan pôle urbain Daga-Kholbe ndax xamuñu ko. montagne Diass yi nekk nañu bërëb yoo xamante ni yu màgg askanu Mbayar ci wàllu cosaan ak aada. munoo wax cosaanu Mbayar nga bàyyi mag ak ndebaan. On ne peut pas parler de culture et de tradition de Mbayar. boo demee ay xeeri xeer yoo fa nekk am na lu nekk ci gannaaw mag ci gannaaw montagne mën naa wax ne lépp mu ngi foofu sax ci suñu culture am na yoo nekk foofu am na li ñuy wax njoot mu ngi foofu am na li ñuy wax mag ne ndebaan mu nga fa am na yoo xam ne ñu ngi ci suuf. Afin de perpétuer leur tradition, les Mbayarois ont mis sur pied une troupe folklorique qui fait des prestations dans toutes les cérémonies familiales. Sur le village, il y a une activité culturelle, surtout les femmes du village de Mbayar. Dans notre village, il y a beaucoup d'activités culturelles, telles que la danse traditionnelle, qui est perpétuée par la troupe de Mbayar. Les femmes qui la composent font des prestations lors des mariages traditionnels et autres. Elles font aussi du tatouage. Ils le font durant ces activités culturelles. Tenaillés entre la volonté de ne pas rater le train du modernisme et celle de perdre jusqu'à leur espace restreint d'intimité, les Sérères Safi continuent de chercher leur voie sous l'ombre bienveillant des massifs de Diass dénommés Maknendeban. On se quitte sur ces images, c'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV et on se retrouve demain à 19h45.